On a souvent une image très simple des empires coloniaux, celle d'une domination à sens unique. Mais la réalité est bien plus complexe. En fait, c'était de véritables réseaux, des toiles d'araignées qui reliaient le monde entier. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, quand on pense à un empire colonial, qu'est-ce qui nous vient en tête? Souvent, c'est une image assez simple, très verticale, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'image d'Épinal, si on veut. Un centre, la métropole, qui étend son pouvoir sur des territoires lointains, les colonies. Un flux qui ne va que dans un sens, du haut vers le bas. Bon, en réalité, cette vision est beaucoup trop simple. Si on y regarde de plus près, l'image qui colle le mieux, ce n'est pas du tout la pyramide. C'est plutôt celle d'une immense et complexe toile d'araignée. Allez, on commence par déconstruire un peu cette fausse image. Il faut absolument aller au-delà de ce modèle classique qui oppose simplement un centre de pouvoir et des périphéries soumises. Le concept clé ici, c'est celui de réseaux impériaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les flux n'allaient pas juste de la métropole vers les colonies. Le point fondamental, vraiment, c'est le lien entre les colonies elles-mêmes. Des connexions qui, en fait, contournaient complètement le centre du pouvoir. Et ça change tout. Et pour bien comprendre, le premier exemple, c'est la circulation des personnes. On va voir que ça s'est fait à une échelle, à une échelle sans précédent. Ce chiffre donne le vertige. 30 millions. En un siècle, 30 millions de personnes ont quitté le sous-continent indien. Ce sont principalement des travailleurs déplacés à travers tout l'Empire britannique pour aller dans des plantations aux Antilles, en Afrique, en Malaisie. C'est une migration de masse qui a littéralement redessiné la démographie de nombreuses régions du globe. Mais attention, ce serait une erreur de penser qu'il n'y avait que les travailleurs qui bougeaient. Pas du tout. Cette mobilité intense, elle concernait aussi les élites de l'Empire, que ce soit les colonisateurs ou les colonisés. Les carrières de ces gens sont fascinantes parce qu'elles tissent la toile impériale. Prenez les administrateurs coloniaux. L'Irlandais John Pope Hennessy a été gouverneur à Bornéo, puis au Ghana, à Hong Kong et enfin à l'île Maurice. Le Français Gabriel Engoulevent, lui, passe de l'Indochine à Djibouti, puis en Côte d'Ivoire. Leur vie, à elle seule, connectait physiquement les différents bouts de l'Empire. Et de l'autre côté du miroir, les élites des peuples colonisés ont elles aussi utilisé ces réseaux. Le nationaliste philippin José Rizal, par exemple, a étudié et publié en Espagne, en France, en Allemagne. Félix Eboué, né en Guyane, fait ses études à Bordeaux et Paris, avant de devenir administrateur au Tchad. Pour eux, ces réseaux étaient un moyen de se former, de faire mûrir leurs idées et de bâtir les mouvements politiques à venir. Et bien sûr, l'exemple le plus éclatant, c'est sans doute le parcours de Gandhi. Sa trajectoire est juste incompréhensible sans cette circulation impériale. C'est à Londres qu'il devient avocat. C'est en Afrique du Sud qu'il forge ses outils de lutte non violente. Son expérience de l'Empire, il l'a construite à travers tout le réseau, bien au-delà des simples frontières de l'Inde. Alors, après les hommes, parlons des idées. Parce que ces réseaux, ils ne transportaient pas que des gens. C'était aussi de véritables autoroutes pour les savoir-faire, les idéologies, les stratégies. Et c'était un réseau à double tranchant. C'est ça qui est incroyable. Le même réseau servait à deux fins totalement opposées. D'un côté, les pouvoirs impériaux s'échangeaient leurs techniques de contrôle. La méthode de la tache d'huile, une stratégie de contre-insurrection, est mise au point au Tonkin, puis Gallieni et Lyautey l'appliquent à Madagascar et au Maroc. Mais en même temps, les mouvements anticoloniaux utilisent ces mêmes connexions pour échanger leurs propres stratégies de résistance entre l'Inde, l'Irlande et l'Égypte. Cette citation est très parlante, non ? Elle nous décrit le carnet d'adresses d'un seul militant philippin. Et on voit une connexion quasi mondiale qui relie des diasporas et des mouvements de libération sur plusieurs continents. Ça va bien au-delà des simples liens avec l'Espagne et la puissance coloniale. Jusqu'à maintenant, on a vu les flux à l'intérieur de l'Empire. Mais une question cruciale se pose. Qu'est-ce qui se passe quand tout ça revient à la maison, en métropole ? C'est ce qu'on appelle l'effet retour. Ce graphique sur le courrier au sein de l'Empire britannique en 1909 est une super illustration. Regardez la quantité de courriers non pas envoyés, mais bien reçus par le Royaume-Uni. On parle de millions de lettres, de documents, d'infos qui affluent du Canada, de l'Inde, de l'Australie. Ce n'est pas une communication à sens unique, loin de là. C'est un dialogue permanent et massif. Et cet effet retour, il était aussi très concret, très physique. Cette carte montre l'incroyable concentration des sièges sociaux d'entreprises coloniales dans quelques arrondissements de Paris dans les années 20. La richesse, les décisions, le pouvoir économique tiré des colonies était physiquement implanté au cœur même de la métropole. Et il la transformait. Le point vraiment crucial, c'est que les colonies ont servi de laboratoire. Des pratiques qu'on a testées là-bas ont ensuite été importées en métropole. Ça va de nouvelles normes de droit à des méthodes de planification administrative, en passant par une culture des grands projets menés par des technocrates, sans beaucoup de contrôle démocratique.
Et bien sûr, il y a l'influence culturelle profonde, que ce soit dans la cuisine, la langue ou les arts. Alors, au final, quel est l'héritage de ces réseaux? Eh bien, il est profondément complexe, contradictoire. Il a une double facette, une de lumière et une d'ombre. D'un côté, c'est indéniable, ces réseaux ont été un moteur surpuissant pour une première forme de mondialisation. Ils ont connecté les économies, les cultures, les peuples à une échelle et une vitesse qu'on n'avait jamais vues auparavant. Mais de l'autre côté, et c'est l'aspect beaucoup plus sombre, ces espaces coloniaux ont servi de terrain d'expérimentation pour des formes de contrôle et de violence qui allaient marquer de façon tragique tout le XXe siècle. Cette chronologie fait froid dans le dos, mais elle le montre bien. Le camp de concentration moderne, comme système de contrôle de population civile, est une invention de l'ère impériale. Il apparaît à Cuba, sous administration espagnole. Le concept est ensuite repris et adapté par les Américains aux Philippines, puis par les Britanniques en Afrique du Sud. La technique s'est diffusée à travers ces réseaux. Ce qui nous amène à une dernière question, pour réfléchir. Quand on observe notre monde actuel, les flux migratoires, les liens économiques, les langues parlées et même certaines tensions géopolitiques, combien de ces anciennes routes impériales peut-on encore deviner, là juste sous la surface?